Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Bienvenue dans ce bulletin astronomique pour la période du 10 au 18 janvier 2026, la quatrième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Ça y est, même du point de vue de la lune, on arrive à la fin de la saison automnale. Et il faut dire que cette fin de saison automnale pour la lune, elle est bien froide, hein. Elle sent l'hiver. On va on va voir ça, bien sûr, dans ce ciel de janvier. Au niveau des étoiles, le ciel est immuable. Chaque année, ou presque, à notre échelle de temps, en tout cas, il est immuable. Chaque année, à la même date, à la même heure, vous revoyez les mêmes étoiles se lever au même azimut, c'est-à-dire dans la même direction, culminer à la même hauteur dans votre ciel et se coucher au même azimut. Le décalage est très lent, de 1 degré tous les 12 ans, dû à la précession des équinoxes. Voilà, fallait le rappeler. Donc les étoiles du début de nuit, enfin de nuit, les étoiles du début d'hiver, du début, milieu et fin de nuit, sont les mêmes d'année en année. Donc les étoiles du mois de janvier, on va voir ça dans cet almanach, dans ce bulletin astronomique. Et puis on va voir la Lune, donc c'est la quatrième phase, donc du dernier croissant à la nouvelle Lune, donc pas de Lune dans le ciel le soir. Elle se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Le jour du dernier croissant, elle se lève aux environs de la minuit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire actuellement 1 heure du matin au méridien de Paris. Et elle culmine de plus en plus tard dans la matinée. Donc vous pouvez encore la voir les premiers jours de la période en croissant de plus en plus fin dans la matinée. Elle se couche de plus en plus tard dans la matinée. Le jour de la nouvelle lune, bien sûr, elle accompagne le soleil, elle est devant lui. Elle se lève, se culmine et se couche grosso modo en même temps que lui. Donc moi c'est Claire Orion, je vous salue, merci beaucoup à vous tous qui suivez ce bulletin astronomique pour rester bien ancrer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et à l'œuvre quotidienne avec le ciel et la terre, et le cœur toujours joyeux du coup. Il n'y a pas de meilleur branchement naturel que celui-ci, au moins là, ça trompe pas. Ça, c'est le grand réel. En fait, pour avoir vraiment les pieds sur terre, regardez le ciel, et là, vous êtes dans le grand réel, et la terre devient notre amie. On comprend mieux ce qui se passe, ce qui nous arrive. En tout cas, on est ici pour se préparer à voir ce que nous allons voir et savoir ce que nous ne verrons pas de phase lunaire en phase lunaire. Donc ici, la quatrième et dernière phase de cette lunaison, la troisième d'automne, nord, printemps, sud. Donc la nouvelle lune, on entame la première lune d'hiver. On aura le nouvel an chinois qui suivra à la prochaine nouvelle lune, puisque nous sommes encore, cette nouvelle lune se produit dans le 28e degré du signe du Capricorne. Donc c'est pas encore le début pour compter la pour le calcul, pour le calendrier chinois, donc qui advient grosso modo, même si les puristes vous diront que c'est pas tout à fait ça, c'est la nouvelle lune de quand le soleil est en Verseau. Voilà. Donc le soleil n'est pas encore en Verseau, donc ce n'est pas encore le calendrier, le nouvel an chinois pour cette nouvelle lune, mais ce sera pour la suivante, le 16 février, je crois bien. Alors, cette semaine, j'ai oublié, et je ne me suis pas présenté, du coup, je m'appelle Claire Henrion, je vous ai dit ce que je faisais. Donc, montreuse d'étoiles et astrologue, vous pouvez me retrouver dans la vidéo suivante, les commentaires astrologiques. Ici, nous sommes dans le bulletin astronomique, c'est la base. Apprenez à voir, vous préparez à voir ce que vous allez voir. Alors, allons-y, nous allons partager, je vais partager mon écran. Merci donc à vous tous hein, pour vos likes, vos commentaires et vos partages. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez, ça me fait beaucoup de plaisir. Et donc, vous pouvez poser des questions, demander des éclaircissements, etc. Et faire des remarques, enfin, tout ce que vous voulez. Je partage l'écran et on va aller voir le petit résumé des événements célestes avant de se rendre sur Stellarium. Faisons un petit tour du résumé, ça m'aide aussi. Voilà. Donc, cette fiche, vous pouvez la retrouver
Dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo, vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Ça vous permet de suivre chronologiquement, jour après jour, tout ce qui se passe avec les couleurs qui vous permettent d'identifier assez rapidement dans quel référentiel on se situe. Alors déjà en bleu, c'est le référentiel héliocentrique, point de vue du Soleil. Donc c'est des indications qui servent de repère. Je mets d'ailleurs les thèmes de l'instant héliocentrique au début de la période et à la fin de la période. Voilà, juste l'héliocentrique pour qu'on voit à quoi ça ressemble, point de vue du Soleil. Donc ici, la Terre, le rond avec une croix au milieu, c'est la Terre, puisqu'en héliocentrique, c'est le Soleil qui est au centre. On ne voit pas le Soleil autour. Et donc les positions des planètes ne sont pas les mêmes en héliocentrique. Et donc il y a des événements comme ça. Ben, par exemple, Uranus, qui est donc une planète lente, hein, qui met 84 ans à faire un tour complet de l'écliptique, du zodiaque, faire le tour des 360 degrés de l'écliptique, ben, elle rentre dans le signe des Gémeaux, donc passe 7 ans dans chaque signe, donc tranche de 30 degrés, hein, tout simplement. En héliocentrique, Uranus entre dans le signe des Gémeaux samedi 10 à 12h17. C'est d'abord aussi, point de vue géocentrique plus directement, mais aussi héliocentrique d'ailleurs, le jour où le Soleil est opposé à Jupiter. D'ailleurs, en héliocentrique, Terre est conjointe donc à Jupiter, c'est la veille, le 9. Je rappelle qu'il vient de se produire deux événements fort importants. La conjonction supérieure de Vénus le 6 janvier, donc pour les rois, l'épiphanie. Donc c'est l'alignement Terre, Soleil, Vénus. Pour nous, vu de la Terre, le Soleil. La Vénus est de l'autre côté du Soleil. Donc c'est pleine Vénus, elle est là en latitude sud, elle est en dessous du Soleil. Et puis le 9, jour où j'enregistre cette vidéo, c'est le jour de la conjonction Soleil-Mars. Donc alignement Soleil, Terre, Soleil, Mars, pareil. Terre, Soleil, Mars, Mars de l'autre côté du Soleil. Et donc on ne la voit pas, elle est alignée avec le Soleil. Donc Mars qui était dans le ciel du soir jusqu'à présent n'était plus visible depuis 2 mois à peu près et passe maintenant dans le ciel du matin et va mettre bien 3, 4 mois avant d'être visible dans le ciel du matin. Elle sera à l'opposition en février 2027. Et Vénus, qui était dans le ciel du matin, passe dans le ciel du soir. Elle va être assez bon, bah, rapidement visible, mais ce sera pas très facile. Non, elle va rester assez difficilement visible. Mais c'est Vénus. Si on la cherche, on arrive à la trouver. Vous verrez qu'il y a même dans les images de l'article, je vais peut-être vous les présenter à la fin de ce bulletin. Il y a tout un ingénieux stratagème, système d'observation de Vénus à sa conjonction supérieure. Donc évidemment, quand elle est alignée avec le Soleil, on peut pas la regarder avec des, des moyens normaux, puisqu'il faut faire masquer le disque solaire. Il faut surtout pas, bien sûr, viser le Soleil avec un instrument. Donc c'est un système par projection aussi pour voir Vénus au moment de sa conjonction supérieure, alors qu'elle est absolument pas observable à l'œil nu comme ça dans le ciel. Donc, je fais le petit résumé. Donc, on démarre fort. Ce dernier quartier commence avec l'opposition de Jupiter, là, donc pleine Jupiter. Par contre, alors Jupiter plein le ciel, les amis. Du lever, enfin du coucher du soleil, Jupiter se lève. Au milieu de la nuit, Jupiter culmine. À la fin de la nuit, Jupiter se couche. C'est pleine Jupiter. Là, faut en profiter, admirer tout le balai de ces satellites dont je vous fais le petit vous avez un petit topo là de tout ce qui peut être observable dans les cieux de France métropolitaine, comme phénomène des satellites des quatre principales lunes de Jupiter. Donc allez-y, c'est pour Jupiter, c'est plein pot pour l'observation. Donc, dernier quartier de lune, samedi 10 à 16h48, dans le 21e degré du signe de la Balance pour la lune, Capricorne pour le soleil, la lune étant devant la constellation de la Vierge, le soleil celle du Sagittaire. Donc j'ai déjà dit Soleil opposé Jupiter, Uranus, signe Gémeaux en héliocentrique, hein, en géocentrique, Uranus entre dans le signe des Gémeaux le 26 avril seulement.
Elle y a d'ailleurs déjà été un petit peu en 2025, mais c'est à cause de son mouvement rétrograde. Elle reprendra son mouvement direct en avril aussi. Et donc, elle est de retour dans le signe du Cancer. Samedi 10 encore, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Capricorne et va y rester jusqu'au 21 janvier. Et puis nous arrivons à dimanche 11, à 0h21, la Lune est conjointe à Spica, donc c'est à regarder dans le courant de la nuit. Bien sûr, ça accompagne le dernier quartier, ça ne se produit que euh, même 8 heures après le dernier quartier. Donc on peut dire que la Lune est conjointe à Spica pour son dernier quartier. De toute façon, on ne la voit qu'en deuxième moitié de nuit. Elle se lève donc le 11 à 1h38, l'étoile, et la Lune à 1h49. L'étoile culmine à 6h55 et la Lune à 7h05, donc le 11 janvier. Pour notre localisation, selon votre localisation, ça varie de quelques minutes, mais le décalage entre, par exemple, le lever de la Lune et celui du Spica, c'est à peu près le même. La Lune entre ensuite dans le signe du Scorpion, oui, puisque Spica marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 25e degré du signe de la Balance. Donc, une dizaine d'heures plus tard, la Lune entre dans le signe du Scorpion, la Lune faisant en moyenne 1 degré toutes les 2 heures, avançant en moyenne d'1 degré toutes les 2 heures sur l'écliptique, ou aussi, autrement dit, le zodiaque. Le zodiaque, c'est la bande de ciel autour de l'écliptique. C'est comme si c'était l'écliptique, la voie, la ligne blanche qui sépare les deux côtés d'une route. Et les planètes, elles évoluent au-dessus et au-dessous de l'écliptique dans les bandes définies par leur latitude. Voilà, donc ça fait le zodiaque, un bandeau d'une quinzaine de degrés de hauteur, avec à 7 degrés et demi au milieu, la ligne que trace le Soleil. C'est lui le repère. Donc c'est le couple Terre-Soleil, notre repère essentiel. Donc nous arrivons à mardi 13, la Lune qui descend en déclinaison, sort des limites zodiacales sud. Donc ça se traduit concrètement dans les cieux de l'hémisphère nord par une course de plus en plus petite. Et puis, elle est en plus aussi à l'apogée. Elle est loin, loin, loin de la Terre. Elle est au plus loin de la Terre. Enfin, voilà, à 404 405 kilomètres cette fois-ci. Mardi 13 à 21h53. Donc, à partir de là, elle se rapproche de la Terre. Elle sera à son périgée le 1er février, je crois. Enfin, voilà, 2 semaines plus tard à peu près. Mercredi 14, la Lune entre dans le signe du Sagittaire à 0h33. Et à 20h53, elle atteint sa latitude minimale. Donc c'est par rapport en dessous du plan de l'écliptique, au plus bas sur le zodiaque, voilà, en latitude sud, c'est toujours 5 degrés, 7 minutes pour la Lune, à peu près 5 degrés, quoi. Et c'est ce qu'on appelle le ventre du dragon. Elle est au ventre du dragon quand elle est à sa latitude minimale. Cet axe de latitude minimale et maximale, autrement dit ventre et aile du dragon, est perpendiculaire à l'axe des nœuds lunaires. Donc là, c'est dans le 11e Sagittaire, donc les ailes au 11e Gémeaux, et puis les nœuds au 11e Poisson Vierge. Donc la Lune est ensuite conjointe à Antares, pratiquement au même moment, à 21h01 le mercredi 14 janvier. Donc l'étoile alpha du Scorpion qui se lève à 5h41 le 14 janvier. La Lune se lève à 5h06. Et c'est à observer le 14 et le 15 en fait, hein. Le 14, la Lune est à droite d'Antares, et le 15, la Lune est à gauche d'Antares. Bon, ben, c'est une assez brève mais remarquable observation, encore un beau croissant encore de Lune, plus fin le 15 que le 14, en fin de nuit, voilà, à droite puis à gauche de l'étoile Antares le 14 et le 15 janvier, l'étoile Antares qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 11e degré du signe du Sagittaire, et donc c'est l'étoile Alpha de la constellation du Scorpion. Nous arrivons à jeudi 15 en héliocentrique. Vénus entre dans le signe du Verseau à 8h19 et il reste jusqu'au 3 février. Poisson, après, forcément. En héliocentrique, il n'y a pas de marche en arrière. Les poissons succèdent systématiquement au Verseau.
Jeudi 15, toujours, Mercure est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, car Mercure va être en conjonction supérieure à son tour le 21 janvier. Et donc, c'est dans cette période-là, c'est 6 jours avant, mais avec Mercure, il peut y avoir des... C'est élastique, hein, Mercure est très élastique. Mercure est donc aussi dans la même période au plus loin de la Terre, et c'est là, cette fois-ci, c'est jeudi 15 janvier à 0h14 à 1,43 unités astronomiques, donc 1,43 fois, 1,43 fois, oui, la distance moyenne Terre-Soleil. Alors qu'entre-temps, quand elle est au périgée, elle est moins loin que le Soleil, évidemment. Donc elle est à ce moment-là dans le 21e degré du signe du Capricorne. Elle est devant la constellation du Sagittaire. Nous avons Saturne qui arrive, ou plutôt revient, arrive pour la deuxième fois, devant la constellation des Poissons, jeudi 15 à 12h16, car elle a déjà été devant les Poissons du 19 avril au 29 septembre dernier, mais en raison de sa rétrogradation, elle est depuis revenue devant le Verseau. Là maintenant, Saturne arrive devant les Poissons, et ça va durer jusqu'au 9 avril, parce qu'après elle va se trouver devant la constellation de la baleine, Cétus, la baleine. Donc, et après, elle reviendra encore devant les poissons. Là, son mouvement est direct maintenant. Elle est dans le 28e degré du signe des poissons. C'est début février, elle entre définitivement dans le signe du bélier. Donc là, déjà, elle arrive devant la constellation des poissons. Jeudi 15, Mercure, qui était hors limite zodiacale sud, comme la Lune à ce moment-là, rentre dans les limites zodiacales sud. Donc elle remonte en déclinaison. Elle a atteint son minimum la semaine dernière, le 6 janvier, le même jour que la conjonction supérieure de Vénus. Et son prochain maximum sera le 1er mars à 9 minutes en dessous de moins 0,09, enfin à 0 degré 9 minutes, restera en déclinaison sud. Elle va redescendre un peu, remonter, elle passera en déclinaison nord au mois d'avril. Et puis, bah, le dernier croissant de cette lunaison est visible le vendredi 16 aux alentours de 8 heures du matin, quoi, grosso modo une demi-heure avant, même pas, avant le lever du soleil. Voyons, le soleil se lève à 8h13, oh oui, 20 minutes, hein, une vingtaine de minutes avant le lever du soleil. Donc on est encore 61 heures, donc plus de 2 jours avant la nouvelle lune. Et voilà, après on ne pourra plus le voir. Il se lève à 7h04 le 16 et le soleil à 8h24. Comme la lune est en basse, en déclinaison sud, évidemment, ça ne facilite pas la visibilité du croissant, enfin de sa lune, de la lune en général. Vendredi 16 à 12h47, la lune entre dans le signe du Capricorne, tandis que samedi 17 à 10h04, Vénus arrive devant la constellation du Capricorne. Elle est à ce moment-là au 30e degré du signe du Capricorne et s'apprête à entrer dans le signe du Verseau. Elle va rester devant la constellation du Capricorne, Vénus, jusqu'au 8 février. Elle arrivera alors devant le Verseau. En héliocentrique, c'est le jour de Vénus, samedi 17. Elle est conjointe à Pluton en héliocentrique, 4e degré du signe du Verseau. En géocentrique, elle entre dans le signe du Verseau, donc le samedi 17 aussi, à 13h43, donc 3 heures après être arrivée dans la constellation du Capricorne. Elle va rester dans le signe du Verseau jusqu'au 10 février en géocentrique, voilà. Donc le samedi 17, jour de Vénus, c'est plein d'événements pour Vénus. Dimanche 18, 8h40, Mercure est conjointe à Mars. Alors les deux sont totalement invisibles. Elles sont dans le champ du coronographe Lascaux C3. Elles sont visibles. Alors je viens d'apprendre, et vous verrez, il y a un lien vers cet article, que la NASA arrête l'exploitation du satellite SOHO qui fonctionne depuis 30 ans et nous fournit entre autres les images de ce coronographe. Néanmoins, le lien fonctionne toujours. Pour l'instant, on peut toujours avoir les images du chronographe Lascaux C3 en quasi direct, quoi, réactualisées toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça. Ce qui permet de voir ce qu'il y a dans l'environnement immédiat du Soleil, puisque le principe d'un coronographe, c'est de cacher le disque solaire.
Donc, dimanche 18, en ce jour de nouvelle lune, donc Mercure est conjointe à Mars, puis la Lune est conjointe à Mars, puis la Lune est conjointe à Mercure, et c'est la nouvelle lune. Donc, autrement dit, on a une nouvelle lune conjointe à Mercure et Mars. Tout le monde est aligné. Lune, Soleil, Mercure, Mars. Et voilà, nouvelle lune à 20h51 le dimanche 18 janvier, dans le 29e degré du signe du Capricorne. La Lune et le Soleil étant devant la constellation du Sagittaire ne vont pas tarder la semaine prochaine à arriver devant celle du Capricorne, le Soleil aussi, le 21 également, et à entrer dans le signe du Verseau le 21 janvier, le 20 janvier. Et donc, après la nouvelle lune, toujours dimanche 18 à 23h17, la lune entre dans le signe du Verseau. Donc, que dire encore? Bon, bah, les jours rallongent un petit peu, surtout sur le soir, et ça commence à augmenter maintenant sur le matin. Nous avons passé la période des levées de soleil les plus tardifs, qui se prolongent jusqu'au 8 janvier pour nos latitudes. Et donc, voilà, vous avez aussi les horaires de lever, culmination et coucher de la Lune en début et fin de période. Donc la Lune passe de la constellation de la Vierge à celle du Sagittaire. Vous avez tous les détails ici. On la voit à sa libration maximale en latitude le 15 janvier. Donc on peut en profiter pour avoir ce regard particulier. Voilà, quand maximum en libration maximale en latitude, c'est quand elle présente le plus de nord. Donc elle base un max de nord de la Lune est orienté vers la Terre. Donc ça fait varier un peu selon elle présente plus de nord ou plus de sud. Ça fait varier évidemment les formations sur le disque lunaire de, de hauteur. Et puis on peut observer deux occultations d'étoiles par la Lune, ou plus précisément deux réapparitions d'étoiles après leur occultation par la Lune. Le 12 janvier, bon, une étoile de la constellation de la Vierge de magnitude 6, là c'est pas évident, puis c'est à 3h50 du matin. Le 14 janvier, réapparition de l'étoile à 6h03, il s'agit de l'étoile 6 de la constellation du Scorpion, dont 6 scorpions, s'appelle Fang, et qui est de magnitude 2,9, même pas 3. Voilà, donc assez brillante, hein, c'est une des trois, celle du bas des antennes du Scorpion. Elle disparaît et réapparaît derrière la Lune, de derrière la Lune à 6h03 pour ma localisation. Donc, je vous ai dit pour les planètes, alors Vénus est passée dans le ciel du soir, mais elle se couche pratiquement en même temps que le Soleil. Saturne et Neptune sont encore bien visibles au sud-ouest, mais se couchent de plus en plus tôt. Enfin, Neptune, pour être bien visible, il faut un instrumente, un télescope, bien sûr, mais assez facilement localisable tout près à 4 degrés à peine de Saturne. Et puis, c'est la période de nouvelle lune, on n'est pas gêné, il n'y a pas de lune. Profitons-en parce que Neptune, ça va être fini. L'observation de Neptune, là, le, dès que la prochaine lunaison, ça va être à peu près terminé. Donc, dernière période pour observer Neptune. Uranus, on en profite bien, elle culmine à 20h55. Donc, pareil, si vous voulez voir ces deux belles géantes de glace, alors que Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses, Neptune et Uranus sont des géantes de glace. Et il y a justement un article au chapitre Uranus de l'article, je référence un article sur une découverte qui vient d'être faite à propos de Uranus en particulier, une des planètes qui a été le moins observée par les sondes qu'on envoie visiter le système solaire depuis 40-50 ans, à part Voyager 2 qui avait fait quelques prises de vue d'Uranus sur lesquelles, et les données qu'on a eues, on est resté dessus, puis on s'aperçoit finalement que c'était des données très exceptionnelles et que on s'est peut-être fié à, voilà, on s'est peut-être trompé sur Uranus. Voilà, il y a un article là-dessus, au niveau de sa magnétosphère en particulier. Et c'est Jupiter, donc, qui culmine aux alentours de 0h40, qui est donc à l'opposition, je dis, se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit, et se couche quand le soleil se lève. Donc profitez bien de Jupiter, bonne santé, et Mercure et Mars qui se lèvent à peu près en même temps que le soleil et qui ne sont pas visibles ni l'une ni l'autre. Donc tous les phénomènes des satellites de Jupiter, les étoiles filantes, ben, quelques delta Cancrides,
maximum le 16 janvier, Gamma Ursae Minoride, maximum le 18 janvier, et puis encore des quadrantides jusqu'au 12 janvier, et les Léominorides de décembre jusqu'au 3 février. Et parmi les Saturnes aussi, à Saturne, on peut observer encore, après le mois prochain, ce sera fini, parce que Saturne ne la verra presque plus non plus, une occultation d'Encelade non, de Tétis par Encelade, donc des lunes de Saturne, qui se font des cache-cache mutuels en ce moment, dû au fait que Saturne est proche de son équinoxe, donc on la voit dans le plan des anneaux, ce qui permet de voir des phénomènes avec les satellites. Mais encore, donc je vous ai dit, Vénus, Mars sont dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc tout près du Soleil, et Mercure aussi, du 8 janvier au 2 février. Toutes les trois planètes les plus rapides sont dans l'environnement immédiat du Soleil, donc invisibles dans le ciel. La lumière zodiacale, pour ceux qui ont un ciel parfait, n'est-ce pas, est visible le soir, juste après le crépuscule, dès que le début de la nuit noire, donc, devant les Verseaux, le Verseau et les Poissons, jusqu'au 31, du 16 au 31 janvier, devant le Verseau et le Poisson, du 5 au 20 janvier, pardon, et du 16 au 31 vers 6 heures, donc le matin, juste avant l'aube, devant le Scorpion et la Balance. Si on a le temps, je vous parlerai du calendrier julien, car le 14 janvier, c'est le jour de l'an 2026 dans le calendrier julien, celui qui avait été instauré par Jules César, et qui fait que, ben voilà, on aurait 2 semaines de décalage par rapport, même plus, puisque du 21 décembre au 14 janvier, maintenant on aurait 3 semaines de décalage par rapport, non, ben non, qu'est-ce que je dis? Par rapport au 1er janvier, oui, 14 jours. Notre calendrier grégorien a été réactualisé, enfin, a été instauré en 1586 pour réactualiser justement ce calendrier julien qui accusait un retard euh, de, au bout de 16 siècles, donc pratiquement un retard de 2 semaines presque, 10 jours, un retard de 10 jours au bout de 16 siècles. Donc on est maintenant on en a 14 quoi, de retard. Donc il y a un article entre la chronologie des événements dans mon article et le chapitre Soleil. Il y a un article calendrier, parce qu'il y a le calendrier julien instauré par Jules César et le comptage des jours juliens, la période julienne, qui est une manière de compter les jours de manière complètement neutre et qui n'a rien à voir en fait avec le calendrier julien. Ne pas confondre calendrier julien et période julienne qui va avec jour julien. Et donc on a dans le ciel immuablement ou presque, il faudra revenir dans quelques centaines d'années pour que ça ait changé, au méridien la minuit, Procyon, soit alpha du petit chien, le 13 janvier, et Pollux, soit bêta des Gémeaux, mais néanmoins la plus brillante, le 16 janvier. Et le Soleil passe à 20 heures d'ascension droite le 18 janvier à 1h30. Pourquoi je marque ça? Ça, c'est dans le plan équatorial. Voilà, je vous ai dit que dans le plan écliptique, il va rentrer dans le signe du Verseau le 20 janvier, mais le 21, le 20 janvier à 2h44. Et dans le plan équatorial, en fait, il passe déjà l'équivalent, soit 20 heures d'ascension droite, le 18 janvier à 1h30. Donc, on a de l'avance dans le plan équatorial en hiver et en été par rapport au plan écliptique. Et au printemps et en automne, le plan équatorial a du retard par rapport au plan écliptique. C'est une histoire de projection. Il y a un lien vers un petit article où j'explique ça. Et pour finir, le croissant ultime de cette lunaison sera visible au sud de l'Afrique, à Madagascar, à La Réunion, le 18 janvier à 6 heures, temps universel, donc enfin, au petit matin, voilà. Pour eux, chacun selon son fuseau horaire, qui n'est pas très très loin du coup du fuseau du méridien de Greenwich. Bon, passons sur Stellarium, je ne vais pas vous parler de Greenwich maintenant, mais peut-être dans la vidéo des commentaires astrologiques. Greenwich, le méridien. Nous voici donc les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Bientôt, ben, notre étoile, le soleil. Donc, le 10 janvier
2026, le soleil s'apprête à se coucher. Donc, il se couche maintenant de plus en plus tard, 17h31, de plus en plus vers l'ouest, voilà. Il n'est pas encore couché, il est déjà à droite du sud-ouest pour ma latitude qui est à peu près 45 nord. On peut le regarder aussi à son lever, observer donc de jour en jour le coucher. Là, je suis le 12, 13, 14, 15. Et il est de plus en plus haut. À cette heure-ci, il va se coucher donc de plus en plus tard. 16, 17, 18. Eh bien, on s'arrêtera là pour cette fois-ci. Je reviens au 10. On va aller au petit matin. On va le suivre. Alors, soleil. À 3h50, il n'est pas levé. Voilà. 8h50, il est levé. Vous voyez, à gauche du sud-est. Il est en train de sa course chaque jour. Il se lève un peu plus vers l'est et le soir il se couche un peu plus vers l'ouest. Aujourd'hui, je vous montre un peu le lever, on regarde toujours le coucher. Or, c'est c'est assez facile de voir le lever du soleil en cette saison. Il se lève pas tôt, on l'attend encore. Donc de jour en jour, il va se lever de plus en plus vers l'est. Le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17. Et le 18, vous avez eu le temps de voir apparaître un peu la Lune. Et donc chaque jour, il est un peu plus haut. Voilà. Donc je vais revenir à mon début de nuit du 10. Alors on est le 18, je reviens le 10. Début de nuit. Oups, on va du côté de l'ouest d'abord. Voyons ce qui va disparaître. Donc on va aller, il est 17h50. On va avancer un petit peu. Donc début de nuit, elle est 18h30. Eh bien, du côté sud-ouest, on a Saturne, qu'on remarque de suite, au-dessus de faux maillot du poisson austral. Donc tout près de Saturne, là il fait pas encore assez nuit. On va voir ce qu'il y a vers le sud, mais c'est que Saturne descend, vous comprenez pourquoi le mois prochain, ça va être fini, Saturne. Et Neptune qui est juste à côté, là, voilà, mais il fait pas encore assez nuit pour observer Neptune, il faut attendre la nuit noire. Voilà, donc là, 19h, c'est à peu près le début du crépuscule. Elles sont encore assez haut, on peut observer Neptune. Profitez-en, après c'est fini. Voilà, donc vous avez Saturne, vous sortez Saturne du champ de votre chercheur, vous avez les quatre petites étoiles qui forment un rectangle assez remarquable, bien visible aux jumelles des poissons, 20 PSC, 21, 19, tout ça. Et vous avez Neptune ici, discrète, de magnitude 8, au bout d'une chaîne de deux étoiles, voilà. Donc, bien repérer les étoiles, et puis donc la planète qui se déplace lentement de jour en jour. Donc voilà, toutes les planètes visibles sont en début de nuit. Du côté du sud, bah, il y a la baleine qui passe 19h, ici, Divda de la baleine, et l'autre de la baleine, c'est Menkar. Vous avez donc Saturne qui est sous les poissons. Donc au-dessus des poissons, vous avez le grand carré de Pégase et tout ce petit monde donc est sur le couchant avec ici Deneb du cygne, Vega de la lyre et Altaïr de l'aigle, encore le grand triangle de l'été qui se couche dès le début de la nuit et qui va se relever un peu du côté de l'est, bien sûr, est-nord-est, de plus en plus tôt dans la nuit. Donc voilà, au sud, si on veut regarder un peu plus haut, tout ce qui culmine en début de nuit, le zénith est ici, j'ai un peu chargé. Pardon. Donc la baleine, les poissons, le bélier, le triangle culmine en début de nuit et s'élève Orion, est-sud-est, s'élève le grand G de l'hiver avec la constellation d'Orion, les Gémeaux, le Cocher, le Taureau, Aldébaran du Taureau, les Pléiades.
Et tout près, Uranus, tout près des Pléiades, au-dessus d'Aldébaran, la planète Uranus, en excellente position pour être observée, elle, pratiquement toute la nuit. Donc voilà, pareil, il faut la localiser, elle se déplace par rapport à des étoiles de magnitude à peu près semblable. Uranus, c'est magnitude 6 à peine, donc beaucoup plus facile quand même à voir que Neptune. Mais bon, diamètre de 3 secondes d'arc et Neptune 2 secondes d'arc. De toute façon, c'est petit dans vos instruments et il faut avoir, pour que ce soit bien visible, il faut un ciel assez propre pour distinguer justement la planète qui se forme un petit disque, tandis que les étoiles ne forment qu'un point lumineux. Bon, le temps passe vite, alors on va faire pareil. On a donc Jupiter, hein, du côté est-nord-est. Jupiter maintenant, qui est flamboyant et qui va illuminer toute la nuit. Je vous ai donc dit, pleine Jupiter, ici Pollux et Castor. Tout ce petit monde s'élève. On va regarder vers le nord, commencer en début de nuit, et puis faire le tour de la nuit. Je vais être obligé de vous laisser là pour des belles observations ensuite. Donc au début de la nuit, la petite ours est suspendue comme une casserole à son clou, avec le dragon en dessous, donc culmination inférieure de la petite ours et du dragon, tandis que la grande ours remonte. Tout en haut, nous avons Cassiopée, et puis d'heure en heure, on va aller jusqu'au minuit vrai, donc ça va être 1 heure. Au minuit vrai, ben, la grande ours a pris de la hauteur, beaucoup. Ici, est-nord-est, on a Arcturus du Bouvier qui se lève. Pareil, c'est un beau point rouge, on la remarque facilement. Alors, toujours au nord, la petite ours et le dragon donc, sont à droite, et la grande ours aussi, tout le monde monte, tandis que Cassiopée et ses fées descendent. À l'ouest, disparaissent en milieu de nuit, s'en vont Capella, le taureau, voilà, le bélier, le triangle, Andromède, c'est fini. Profitez-en si vous voulez voir la nébuleuse Andromède. Un peu plus tôt dans la nuit, elle est là. Ah oui, mais j'ai pas mis, voilà. Enfin, la galaxie d'Andromède. Mais il faut la en toute première moitié de nuit, ce sera mieux en même temps que Neptune, vous cherchez Andromède. Et puis donc au sud, ben, il y a Sirius qui brille très fort. Jupiter là-haut, ben, le roi du ciel, là, cartonne tout le monde. Donc devant notre grand jet de l'hiver, les mages, Rigel, Sirius, Procyon, Pollux, Castor, Capella là-haut du cocher, Aldébaran du taureau et Bételgeuse qui me ferme le jet. Tandis que à l'est s'élève fièrement le lion, précédé par l'hydre, et son étoile Alphard, un peu isolée qu'on remarque, et qu'apparaît la Vierge, dont je vous ai dit Arcturus, on reboucle sur Arcturus, et on finit la nuit, donc 2 heures. Alors là, c'est le 11. Ben tiens, on va le faire de nuit en nuit. Le 12, 3 heures. Le 13, alors le 13, 4 heures. Bon, allez, on va jusqu'à 5 heures. Le 13, 5 heures. Vous voyez, la Lune apparaît de plus en plus tard, un croissant de plus en plus fin. Là, elle est devant la Balance. Non, pas trop serré quand même, pas trop chaud. Tandis que s'élève, je vous ai dit, voilà Vega, voilà Deneb, qui réapparaissent donc à 5 heures du matin du côté nord-est. Donc là, c'est le 13, le 14, 6 heures, la Lune occulte l'étoile Fang. C'est l'heure où on va voir l'étoile réapparaître derrière la Lune, selon votre localisation d'ailleurs. Ça va être rasé, soit la Lune rase l'étoile, soit la Lune cache l'étoile. Tout dépend de votre localisation. C'est fait de parallaxe. Et d'ailleurs, c'est ce genre d'observation qui permet d'affiner la connaissance de la distance des étoiles en mesurant à plusieurs en différents endroits. On n'a pas les mêmes angles et donc on peut en déduire la distance. Et ici, Antares du Scorpion
qui se lève donc à 5h41. Donc le 14, la Lune est à droite d'Antares. On va attendre 5, on va à 5 heures du matin, ici donc Antares. Et le 15, la Lune est à gauche d'Antares et se lève après elle. Il est là 7 heures du matin, il commence à faire jour. Et ensuite, le 16, c'est le dernier croissant. Donc on va guetter le lever de la Lune aux alentours de 7 heures. 7h04, 7h03, la Lune se lève dans un ciel qui commence à s'éclaircir et c'est le jour de son dernier croissant, donc on peut espérer la voir jusqu'à 7h45, 8h, vient la Lune. Voilà, donc c'est un croissant encore de 6%, il n'est pas fin, 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 et c'est le dernier. Voilà, je vais donc, ensuite on s'avance vers la nouvelle Lune. Donc, chers amis, je vous souhaite de très belles observations cette semaine. Merci d'avoir suivi ce bulletin astronomique. Retrouvez le reste. Je vous ai donné des éléments de ce qu'il y a dans l'article. Vous aurez plus de détails. L'article est, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Merci pour tout d'avoir suivi juste ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, c'est la devise de Rocastre. Merci à vous.